Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail et pendant que certains se reposent à la maison, nous sommes là, au travail. Et oui, c'est un jour férié, mais pas pour tout le monde, chers amis, téléspectateurs. Et au fond, n'est-ce pas là finalement le vrai sens de cette journée? Mettre en lumière celles et ceux qui chaque jour tiennent la cadence et souvent loin des projecteurs. Je suis ravie de vous retrouver dans Bonjour le Bénin en ce vendredi 1er mai. Et je le disais, aujourd'hui, le monde entier célèbre le travail, mais au-delà des défilés, des discours et des jours fériés, une question s'impose. Que faisons-nous réellement de cette valeur du travail dans nos vies? Sur ce plateau, nous avons choisi de commencer autrement, une ode au travail bien fait, ici même dans BLB, parce que travailler, ce n'est pas seulement produire, c'est aussi laisser une trace, donner du sens, viser l'exigence. Alors, quel regard porter sur cette fête du travail? On en parle aujourd'hui. Dans cette même dynamique, nous irons à la rencontre d'un artiste. Lui aussi a chanté le travail et l'effort à sa manière. Vifin, une voix marquante des années 2000, discret depuis plusieurs années. Il revient à travers un portrait sans détour sur Bonjour le Bénin. Silence choisi au retrait subi. Et surtout, que reste-t-il de son héritage artistique? Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Et après le travail vient le temps de la retraite, une étape redoutée par certains, espérée par d'autres. Est-ce un repos bien mérité ou le début d'une mise à l'écart? Quel regard notre société porte-t-elle sur ces retraités et comment préparer cette transition sans basculer dans une forme de solitude sociale? Amidou Adamo, ancien agent de l'administration publique, sera avec nous pour en parler sans langue de bois. Et enfin, parce que le travail, c'est aussi porter des voix, raconter des réalités, nous ouvrirons une fenêtre sur le théâtre. 3 pièces, 5 pays, du Togo au Bénin en passant par la Guinée-Bissau, le Congo et le Burkina Faso pour faire entendre les voix de femmes, leur lutte, leur silence, leur vérité. Voici donc pour le menu de ce 1er mai 2026. En 1er mai ou sur Bonjour le Bénin, nous questionnons, nous célébrons et surtout nous tentons de comprendre. On y va tout de suite avec le bulletin d'info. Dernier bulletin d'information de la semaine. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce matin 1er mai, fête du travail. Bienvenue. Démarrons tout de suite par cette remise de documents hautement symboliques au sommet de l'État. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a officiellement transmis son rapport hier au chef de l'État, Patrice Talon, lui-même initiateur de ce processus délicat d'unification. Dans ce rapport, le CST dresse le bilan d'une transition qui a permis de redéfinir les bases d'une gouvernance moderne pour une église longtemps fragmentée. Les détails avec le naïc Agbazaou Mohamed Bio. C'est une marée blanche qui inonde cette salle immaculée du Sofitel Hôtel de Cotonou. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, investi de la mission de réunification de cette église, procède ici à la remise de son rapport d'activité. Le facilitateur et bras opérationnel de cette médiation en la personne du chef de l'État se fait accompagner dans une démarche de continuité du tout nouveau président de la République élu. Des principes d'organisation ont été clarifiés et des bases institutionnelles posées pour permettre à l'Église de fonctionner dans la transparence, la responsabilité et l'esprit de communion. À cela s'ajoutent des propositions de réorganisation et d'administration de l'Église, de l'ordre des cultes, des cérémonies, ainsi que des cantiques et tests bibliques annuels. Le président de la République dit avoir volontairement fait entorse au protocole et pour cause. Il n'y a pas meilleur compte rendu que celui qu'on a vécu soi-même. Le président Milton Alexis est en train de vivre la remise du rapport et avec une bonne partie des ministres. Donc il ne sera plus nécessaire pour moi de faire ce compte rendu en Conseil des ministres. À l'instar d'autres communautés religieuses dont il a été l'artisan de la réunification, le chef de l'État rêve d'une église du christianisme céleste unique, forte et indivisible. Nous sommes arrivés
à réussir à rassembler les familles divisées. Ça a été le cas pour l'Église des protestants méthodistes. Nous l'avons fait pour ceux qui dirigent la communauté musulmane au Bénin et d'autres actions pour des communautés moins importantes. Et enfin, pour l'Église du christianisme céleste. Mes chers frères en Christ, frères et sœurs en Christ, ayez l'assurance que le peu qui a été fait nous ouvre la voie. Permet aux autorités béninoises, aux autorités politiques béninoises, de vous soutenir dans sa mise en œuvre pour qu'au Bénin, qu'on n'entende plus jamais parler de 2 églises, de 3 églises du christianisme céleste. Patrice Talon veut aller vite, très vite, et fait une recommandation capitale. Même si le peu qui a été fait n'est pas parfait, n'est pas à la satisfaction de tout le monde, même s'il y a encore des détails qui dérangent encore certains pour faire le dernier pas, nous allons quand même le mettre en œuvre parce que c'est une avancée majeure, parce que le peu qui a été fait était inespéré. À vouloir attendre que ce soit parfait, nous n'y arriverons jamais, puisque le parfait n'est pas de notre essence. Il serait bien que le Conseil supérieur de transition soit un peu élargi. Jusqu'à 25, 27 ou 31 personnes pour la mise en œuvre de ce qui a été recommandé, que nous venons d'accepter, que nous venons d'applaudir et que nous venons de confier à Dieu. Ce Conseil supérieur de la transition élargi sera le Conseil supérieur de mise en œuvre. Le vœu du chef de l'État est sans ambiguïté, que les frères et sœurs en Christ chantent à l'unisson l'hymne de l'unité pour le rayonnement à l'international de cette obédience religieuse dont les racines sont et demeurent purement béninoises. Ce rapport sera-t-il donc le déclic d'une réconciliation tant attendue ou le point de départ de nouvelles négociations? En remettant ce rapport au président de la République, le Conseil place désormais l'avenir du processus entre les mains du facilitateur et des plus hautes autorités du pays. Fidèles et dignitaires de cette Église saluent cette démarche réconciliatrice du président de la République. Suivons quelques-uns d'entre eux au micro de Lenaïk Agbazaou, Benjamin Denayon et Mohamed Bio. Pour nous, chrétiens célestes, c'est un jour de gloire, un jour de fête. C'est la manifestation de l'Esprit Saint. Le président de la République ne parle pas de lui-même. Il est inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est l'heure qui a sonné pour que l'Église du christianisme céleste se réunisse et que le vœu, la recommandation du pasteur fondateur se réalise. Un seul berger à la tête d'un seul troupeau. C'est vraiment une joie pour moi. Aujourd'hui, ce jour-là, je disais ça avant, c'est un grand jour. C'est le jour de l'unité de l'Église du christianisme céleste. Aujourd'hui, notre Église est unie. Et c'est fini. Les autres ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Mais cette fois-ci, l'homme invincible, qui ne recule devant rien, il a dit oui, l'unité. Vous avez écouté, qui va passer partout. Et ce qui mentionne, le nouveau président, il prend ça avec lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je pense qu'avec ce rapport, ce que nous désirons, je pense que ça serait réalisable. Et le Dieu de Papa Chofa, comme il a dit, il tiendra toujours à sa promesse. Et c'est un Dieu qui ne nous a jamais déçus, il tient toujours à sa promesse. On ne fera que prier encore. Leur travail pour les 1 an, moi j'ai aimé. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé. Et je demande aux enfants de l'Église du christianisme céleste d'être vraiment unis pour pouvoir aider le CST dans leur travail. Au
autre actualité, depuis fin mars, il est observé une tension sur le marché pétrolier international liée à la guerre au Moyen-Orient. Cela a entraîné une hausse des prix des carburants et face à cela, le gouvernement béninois a décidé donc de fixer de nouveaux tarifs pour préserver le pouvoir d'achat et assurer la disponibilité des produits pétroliers. L'annonce est faite dans un communiqué de la ministre de l'Industrie et du Commerce en date d'hier. Les détails avec Estelle Pazou. La ministre de l'Industrie et du Commerce communique. Au cours de la deuxième session ordinaire de la Commission de régulation des prix des produits pétroliers au titre de l'année 2026, il a été analysé l'évolution des cours mondiaux des produits pétroliers pour le compte du deuxième trimestre 2026. Il ressort des travaux de la Commission que depuis la fin du premier trimestre 2026, il est observé une tension sur le marché pétrolier international consécutive à la guerre au Moyen-Orient. Cette conjoncture a entraîné une hausse significative des cours mondiaux des produits pétroliers, susceptibles de se poursuivre au regard de la persistance des tensions géopolitiques dans cette région. Au regard de ce qui précède et soucieux de préserver le pouvoir d'achat des populations, tout en garantissant la continuité de l'approvisionnement de l'ensemble du territoire national en produits pétroliers, il est décidé la nouvelle grille suivante des prix des produits pétroliers pour compter du 1er mai 2026. Essence, 725 francs CFA le litre. Gasoil, 750 francs CFA le litre. Gaz domestique, bouteille de 1,5 kg, 1000 francs CFA. Gaz domestique, bouteille de 3 kg, 2000 francs CFA. Gaz domestique, bouteille de 6 kg, 4500 francs CFA. Gaz domestique, bouteille de 12,5 kg, 10 000 francs CFA. Gaz domestique supérieur ou égal à 12,5 kg, 800 francs CFA par kilogramme. Pétrole, 1040 francs CFA le litre. Gasoil aux industriels, 680 francs CFA le litre. Gaz domestique aux industriels, 697 francs CFA par kilogramme. La ministre de l'Industrie et du Commerce invite les opérateurs économiques au respect strict de cette nouvelle grille des prix et invite les populations à dénoncer toute surenchère. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce et pour ordre, le secrétaire général du ministère, Éric Kader Guyan-Tabé. Chaque jour, le pain est présent dans nos habitudes alimentaires. Baguette blanche, pain complet, pain aux céréales. Les choix sont nombreux, mais sont-ils tous équivalents pour notre santé? Face aux préoccupations nutritionnelles et à la recherche d'une alimentation équilibrée, de nouvelles options émergent. On parle de pain sans gluten à base de farine alternative ou encore de recettes vite revisitées. Le sujet de Odette Dossou et Ariane Da Silva nous éclairent sur ce sujet. Il fait partie de notre quotidien. Consommé à toute heure de la journée, le pain s'impose comme un incontournable. Au petit déjeuner, il est roi et les consommateurs en raffolent. Le pain, là, c'est quelque chose qu'on mange depuis l'enfance. C'est avec beaucoup de trucs au beurre, J'aime le pain, mais je n'en abuse pas. Un petit morceau le matin et peut-être 2-3 fois par semaine comme ça, mais tous les jours non. Entre la baguette blanche légère et croustillante et les pains plus complets ou artisanaux, le choix peut avoir un réel impact sur la santé. Le pain, moi j'appelle ça un bourratif, un aliment de dépannage. Ce dépannage nous apporte des conséquences sur le côlon, sur l'appareil digestif. Parce que le pain, c'est un aliment qui donne du poids. C'est un aliment qui, à long terme, crée des problèmes de santé, surtout au niveau du système digestif. Parce que ça n'a pas de fibres. Et il y a du sel dedans, il y a de la farine blanche, il y a du gluten. Malgré son impact sur la santé, le pain peut être consommé autrement pour limiter les dégâts. On doit manger le pain avec des légumes. Mais aujourd'hui, une question revient de plus en plus. Faut-il forcément consommer du blé? À cette interrogation, Immaculée apporte une réponse. Cette jeune femme s'est spécialisée dans la pâtisserie sans gluten. Dans mes recherches, je me rends compte que la patate douce n'était pas très valorisée, alors que sous d'autres cieux, elle était en farine, en pâtisserie. Et le plus intéressant, c'est que son index glycémique
correspondait très bien à ce que moi je cherchais comme alternative, à savoir qu'elle a un index glycémique modéré qui se situe entre 55 et 65 en fonction des variétés, là où le blé monte jusqu'à 90, 85, 90 et le manioc aussi jusqu'à 80, 85. Privilégier un bon pain, c'est avant tout choisir un produit peu transformé, riche en fibres et adapté à ses besoins. Et parfois, sortir du blé, c'est aussi redécouvrir des saveurs locales plus naturelles et nourrissantes. Dans un autre registre, les acteurs du projet d'inclusion des jeunes se retrouvent à Boycon après le septentrion pour la poursuite de l'atelier de partage et d'évaluation des résultats. Venus de 7 départements du Sud, autorités communales et représentants de l'ANPE prennent part aussi à cette rencontre. Il s'agit pour les nouveaux élus de faire le point des acquis de ce projet lancé en 2021 qui vise à renforcer l'employabilité, à l'inclusion socio-économique des jeunes à travers des mécanismes d'accompagnement à l'emploi et à l'auto-emploi. Les précisions avec Pierrette Adayossi et Canel Kakbo. 4 ans après son lancement, le projet d'inclusion des jeunes franchit un nouveau cap. Depuis le 1er janvier 2026, il entre dans une phase additionnelle avec une ambition claire, élargir les opportunités économiques offertes aux jeunes. 2 axes structurent cette nouvelle dynamique. D'abord, l'aviculture. Ensuite, la sécurisation foncière. Le financement additionnel n'est pas une simple extension budgétaire, mais elle nous ouvre la voie à une seconde phase. Une phase pour consolider, une phase pour corriger et surtout avec le volet agriculture, cela devient une phase pour amplifier notre impact. Dans cette perspective, le rôle des communes demeure central. Nous avons fait le chemin avec un certain nombre d'entre vous. Pour les SE, ils ont eu à faire le parcours avec nous. Si je dois dire, Azoli 1, ils ont eu à faire avec nous. Et donc, si nous avons pu construire des choses ensemble, il est de bon ton que nous continuions ensemble avec vous pour la suite. Depuis 2021, le projet a déjà permis à de nombreux jeunes de s'insérer, que ce soit à travers l'emploi salarié ou l'auto-emploi. La question de l'emploi, c'est une priorité pour l'État. Et si c'est une priorité pour l'État, nous, au niveau déconcentré, nous en faisons également nos priorités. On veut aller vers une autosuffisance alimentaire dans ce cadre. Moi, je trouve que c'est bien pensé. Nous ne pouvons que accompagner cette décision, cette idée de faire de nous des producteurs et non des consommateurs. Au terme des échanges, plusieurs recommandations ont été formulées pour consolider les acquis et garantir la durabilité des actions engagées. Au Bénin, les villes changent avec le projet asphaltage et les rues se modernisent avec de nouveaux passages piétons essentiels à la sécurité, à la sécurité des piétons. Mais ces passages ne sont pas réellement respectés par les usagers de la route. Pour mieux comprendre ce qu'est déjà un passage piéton, suivez ce reportage de Amandine Aliambossou et Mariano Gankou. Ce n'est pas un simple marquage au sol. Ces bandes blanches, visibles de tous, sont avant tout une zone de sécurité conçue pour protéger des vies. Elles indiquent clairement un droit, celui pour le piéton de traverser en toute priorité. Les piétons, lorsqu'ils sont à une distance de plus de 50 mètres de cet endroit, peuvent ne pas en faire usage. Mais lorsqu'ils sont à moins de 50 mètres de cet endroit, ils doivent venir à cet endroit pour traverser la chaussée parce que là, ils sont en toute sécurité. Également, les conducteurs des véhicules savent que le marquage qui est au sol, c'est pour les piétons et les piétons peuvent à tout moment traverser sans faire attention à eux, conducteurs de véhicules. Même si ce n'est pas sur ce passage, lorsque le piéton est engagé dans la traversée de la chaussée, le piéton est prioritaire.
Pourtant, sur nos routes, cette règle essentielle est souvent ignorée. Les passages pour piétons existent, mais ils ne sont pas toujours respectés. Résultat, des traversées dangereuses, de la peur et parfois des drames évitables. Il faut encore de sensibilisation autour de ça, puisque c'est là, en fait, c'est enseigné. Il faudrait qu'on le respecte. Il faut que les policiers aussi nous aident, les médias aussi. On doit s'arrêter et le piéton doit passer avant que nous va passer. Si tu ne fais pas ça, quand le piéton en allant, tu l'as collé, donc tu es en faute. Le piéton est prioritaire sur la chaussée. Il doit faire l'objet d'une attention constante de la part des automobilistes. Parce que le piéton est très fragile et nous sommes tous des piétons avant d'être des cyclistes, automobilistes ou motocyclistes et autres. Aucun conducteur de véhicule ne peut avoir raison lorsqu'il bouscule un piéton. C'est la responsabilité des conducteurs de véhicules qui est entièrement engagée. Un simple geste d'attention peut faire toute la différence. Le respect du code de la route est essentiel et constitue le fondement de la sécurité routière. Sur la route, la vigilance et le respect des règles permettent de protéger aussi bien les piétons que les conducteurs. Voyons toute autre chose à présent dans le département du Zou avec cette expérience intense entamée depuis quelques jours au centre de formation aux opérations de maintien de paix de Kana. 158 étudiants de l'École nationale supérieure des travaux publics d'Abomey y sont en immersion patriotique militaire. L'objectif est de renforcer leurs compétences, leur discipline et leur esprit de cohésion tout en consolidant le lien entre monde militaire et étudiants civils dans une dynamique de service à la nation. Pierrette Adanyossi, Kadnel Kakbo. À Kana, le décor tranche avec les habitudes universitaires. Ici, pas de salle de cours, ni de longues dissertations, mais un terrain, des ordres et des corps en mouvement. Dès les premières heures, l'immersion est totale. Les étudiants enchaînent les épreuves militaires dans une atmosphère où discipline et rigueur imposent leur cadence. Marche, exercice physique, coordination, loin des amphithéâtres, place à la mise en condition. Sous l'œil vigilant des instructeurs, chaque geste compte, chaque mouvement se doit d'être précis. Mais avant l'effort, il y a la méthode. Organisation du temps, base théorique, consignes strictes. Autant de repères indispensables avant de passer à l'exécution sur le terrain. Bon, à part le retard brutal, je dirais que c'est un peu à ce à quoi on s'attendait, parce qu'on savait qu'on venait dans un camp, donc on s'était déjà préparé à ça mentalement. La discipline militaire est très stricte et elle nous aidera beaucoup vu qu'on est dans un domaine où on doit avoir beaucoup de discipline pour pouvoir mieux gérer nos chantiers. Cette immersion portée par l'École nationale des officiers de Kana dépasse largement le cadre de simple entraînement. Nous aurons à leur inculquer des valeurs du patriotisme et la discipline, la ponctualité, le respect de l'autorité, le respect de la chose publique. On va leur apprendre l'ordre serré militaire. Dans le cadre de leurs activités, ils seront des responsables des grands chantiers. Et par rapport à ça, c'est important que nos étudiants acquièrent ces valeurs. À Kana, ces futurs ingénieurs apprennent une leçon essentielle. Avant de construire des ouvrages pour la nation, il faut d'abord se construire soi-même. Hier, 30 avril, le monde a célébré la Journée internationale du jazz, initiée par l'UNESCO pour mettre en lumière son rôle culturel et diplomatique. C'est une musique née aux États-Unis de la rencontre entre les mélodies d'esclaves
européenne et créole. Et ici à Cotonou, cette célébration trouve un écho particulier. Depuis quelques semaines, des filles et femmes sont en formation au centre Africa Sound City. Une équipe de Bénin TV a suivi une de leurs répétitions avant leur concert de restitution prévu pour 2 mai 2026. Patrick Jossou, Macléo Adamou-Sodé pour le détail. 5 femmes, comme les 5 doigts de la main, après une résidence de jazz fusion 100% féminine. Ici, nous formons un groupe de jazz Amazon. Nous voulons faire le jazz. Chacun était dans son coin, donc on a appelé tout le monde. Sur ce projet Jazz Amazon, au début j'avais peur, j'avais des appréhensions, mais quand on a commencé, c'était facile, c'était fluide, l'ambiance était bonne, les idées venaient de partout et de mes collègues instrumentistes et de moi et de la maman Asikiwa aussi qui est sur le projet. C'était tellement facile pour nous de matcher les idées, de se dire ouais, moi aussi je voulais ça, ok, faisons ci, faisons ça, et c'est parti très vite. Chacune avec sa spécialité, chacune avec sa personnalité. Ouais, j'ai jamais vu faire du jazz avec le parler, mais comme c'est ça moi je fais, j'ai voulu introduire le parler dans le jazz, donc c'est un peu créatif, quoi. Diplôme de technicien en spécialité guitare. Juste après l'école, c'est Africa Sound City qui m'a récupéré dans un projet nommé Entrepreneuriat féminin en milieu musical. Donc je suis à la maison pour la fête de la Journée internationale du jazz. Ça a été une passion pour moi. J'aimais déjà la musique depuis toute petite et papa a remarqué ça et voilà, il m'a mis dedans. Et j'ai choisi la batterie. Amazon Jazz. Elles auront un concert de restitution le samedi 2 mai 2026. C'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de votre fidélité à Bénin TV et bonne fête de travail à tous les travailleurs. Bon début de week-end à tous et à toutes. Bonjour, le Bénin se poursuit. Merci Victorine Bondé pour cette magnifique conclusion. Bonne fête de travail à vous. Bonne fête du travail. Merci. Et qu'est-ce qu'on est heureux quand même, c'est le dernier jour, hein, Victorine. C'est la descente, oui. on souffle, on respire un coup. On a un long week-end, n'est-ce pas, à passer. Ça, merci Victorine. Et à la semaine prochaine, toujours pour Bonjour le Bénin qui se poursuit avec moi par ici. En plateau, chers amis téléspectateurs, pas mal de rubriques vont s'enchaîner. Événement à la une, bien entendu, Bénin en mouvement. Instant santé, restez avec nous. Ne bougez surtout pas. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes 1er mai et c'est la fête du travail. Et je l'ai dit à l'entame de cette matinale, aujourd'hui, nous allons rendre hommage à tous ces vaillants travailleurs du Bénin, à tous ces travailleurs qui, chaque jour, travaillent inlassablement pour construire notre Bénin commun. Et c'est un événement à la une. Tous les jours, les faits marquants du Bénin, c'est avec le travailleur, l'inlassable, j'ai envie de dire travailleur, Patrick Jossou, bonjour. Oui, bonjour Rachida Bio-Maman, inlassable comme toi aussi. Et nous sommes inlassables parce que ce jour, fête du travail, nous sommes au travail, nous sommes en train de travailler, pendant que certains se reposent. C'est un jour férié, mais pas pour tout le monde. Hein. Voilà. Il y en a qui sont au travail, il y en a qui sont à la maison. D'ailleurs, on va remercier tous ceux qui nous suivent là, depuis peut-être la maison, quelle que soit leur position. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Et le travail, qu'est-ce que c'est le travail? Le travail, c'est un mot qui a beaucoup de synonymes. Pour en parler, nous avons fait un tour sur les plateformes des dictionnaires, des encyclopédies, et voici ce que cela donne. Manifestement, la régie qui... Le travail et ses synonymes.
D'abord, l'étymologie du mot travail vient de tripalium, un instrument de torture romain. On partait déjà mal. Ensuite, quand on dit d'une femme qu'elle est en travail, c'est qu'elle sent les douleurs de l'accouchement, les souffrances de l'enfantement. Enfin, le travail a jusqu'à 7 cousins qui l'entravent, vaille que vaille. 1. Le boulot. C'est le plus commun, qui fait penser à un lot de boue sans fin. 2. Le job. Version anglicisée, mais qui garde la même douleur que le personnage biblique nommé Job. 3. Le taf. C'est le diminutif qui ne diminue en rien la dureté du travail. 4. Le labeur. Avec une sonorité aussi beurrée, c'est un synonyme soit de dur labeur, de labour, soit de tout travail pénible et sans fin. C'est très biblique aussi, le labeur. 5. La corvée. Le mot dit tout, verrouillé au corps, la corvée est obligatoire, pénible, sans loisir et sans plaisir. 6. La besogne. Mot vieilli, mais imagé, comme un besoin qui rogne. 7. Le bagne. C'est un travail aussi pénible que celui d'un condamné aux travaux forcés. On l'utilise quand on craque. Et pour faire craquer encore plus, voici 4 autres vilains cousins du travail. 1. Le joug. Directement, l'image du bœuf attelé qui porte l'instrument de labour, tire et se tait. Le joug vous contraint au travail et au silence. 2. La galère. À l'origine, on ramait enchaîné sur un bateau, une galère, et on était galérien. Voilà un cousin plus vil que vilain du travail. 3. Le fardeau. Il se porte sur le dos, du réveil au coucher. 4. Le calvaire. Chemin de croix quotidien. Chaque réunion devient de plus en plus un clou planté dans le corps du travailleur, des épines plantées sur sa tête. Mais si le calvaire sauve, le travail peut aussi sauver par ses autres cousins fins et sains. Ils sont 10 les cousins nobles du travail. 1. L'ouvrage. Il met l'accent sur la création, le résultat. 2. L'œuvre. Elle valorise la dimension créative et accomplie. 3. L'art. Il est plus un travail maîtrisé, presque de virtuose. Il est fait avec éthique et esthétique. 4. Le métier. Il insiste sur le savoir-faire, la compétence. 5. La vocation. C'est un travail qui a du sens, qui appelle. 6. La mission. Elle a une dimension importante, elle est un engagement. 7. La profession. C'est un travail sérieux qui demande une expertise. 8. La carrière. C'est un travail d'évolution, d'accomplissement sur le long terme. 9. Le projet. Il est dynamique, tourné vers l'avenir. 10. La tâche. Sur son côté amélioratif, la tâche est valorisante, utile. Mais peut être dévalorisante, futile pour son côté péjoratif. Et pour la tâche avec accent circonflexe sur le A, on peut être avec ou sans tâche, sans accent sur le A. À nous de choisir d'être tachés, entachés ou détachés devant nos quotidiennes tâches. Alors, je vais demander à chacun de vous, vous êtes taché, entaché ou détaché? J'avoue, Patrick, que je ne savais pas qu'on pouvait construire autant de choses autour du mot phrase, hein, autour du mot travail. Honnêtement, bravo, Patrick. Merci. Je ne suis pas entaché. Hein. Bon. Non, je ne suis pas entaché. Bon, tu es détaché. Je ne suis pas non plus détaché. Je suis à la tâche ce matin. À la tâche, alors, tout voilà. simplement. Et nous sommes à la tâche. Et le travail, il y a un mot qui est synonyme du mot travail, c'est le mot art. C'est un travail fait avec expertise, un travail fait avec esthétique, avec le style, et avec éthique aussi, bon, esthétique et éthique. Et pour ce travail fait avec esthétique, nous avons 2 esthéticiens de l'art. Ils sont comédiens, une comédienne et un comédien. Ils sont metteurs en scène, un metteur en scène, une metteure en scène.
Ils sont scénographes aussi, vous nous expliquez la différence entre metteur en scène et scénographe. Ils sont des experts en art dramatique. Et je suis avec Sibline de Souza. Elle a été responsable de l'EACE, oui, Ensemble artistique et culturel des étudiants. Je suis avec Carlos Zissou. Il a été aussi un sociétaire de l'EACE et bon, il a travaillé un peu partout dans l'art dramatique. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, chers invités, et je précise de marque, hein, parce que tous nos invités sont des invités de marque. Et merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Alors, le travail pour vous, c'est quoi? On commence par Sibline. Oui. Le travail, pour moi, c'est tant que tu es heureux dans ce que tu fais, c'est déjà un travail. Voilà. Et pour moi, c'est un espace où on a envie de s'exprimer. On a envie de dire ce que nous ressentons. Oui. Pour moi, je parle de mon travail. Oui. Voilà, donc spécifiquement pour moi, c'est vraiment un espace de dialogue, un espace où tout peut se faire, où on a la possibilité d'oser. Voilà mon travail. Oui. Et Carlos? Mais je ne vais pas aller trop loin de l'arbre, comme on dit. Le travail, c'est un espace d'expression de soi, un espace de construction, un espace de vie aussi. Oui. Mais quand je suis le petit travail que vous avez fait sur le mot travail et que je me réfère déjà à ce que bibliquement on en dit, c'est une punition. Alors je voudrais donc dire aux gens de faire les choses qui les passionnent. La punition est un tout petit peu atténuée. C'est très important. Oui. On s'épanouit mieux quand on fait un travail qu'on aime et qui nous passionne. Absolument. D'accord. Oui. Et justement, le travail que vous aimez, vous, c'est l'art dramatique, c'est le théâtre. Et bon, le théâtre avec toutes les autres dimensions. Quand je parle de toutes les autres dimensions, ce n'est pas simplement que vous êtes des comédiens, vous êtes metteurs en scène, vous participez à tout l'ensemble qui tourne autour du théâtre. Et cela a créé un projet, le projet 3 fois au féminin. Et Sibline, comme c'est au féminin, on commence par toi? Oui. 3 fois au féminin, c'est un projet de diffusion de 3 spectacles. Celles qui reviennent, La faiseuse d'ange et Que nos voix résonnent. Ces 3 spectacles, ça parle de la femme, ça parle des conditions de la femme. Et quand je parle de conditions de la femme, c'est ici au Bénin et ailleurs, c'est un peu partout, cette question de la femme dans la société. Le viol en famille, la violence conjugale et surtout cette question de djihadisme aussi, qui se retrouve beaucoup plus dans celles qui reviennent. Un test de Perfil Tokbo qui parle beaucoup des femmes, des filles enlevées, violées et qui reviennent à la maison et qui ne sont pas acceptées. Ça, c'est celles qui reviennent. La faiseuse d'ange, ça parle beaucoup de viol en famille. C'est un test de Nathalie Onvo-Ekpe, mise en scène par moi, Sibline de Souza, et celles qui reviennent, mise en scène par Carlos Zissou. Et le troisième spectacle, Que nos voix résonnent, c'est vraiment une autobiographie qui parle vraiment de la violence en famille, plus précisément entre mari et femme. Et un enfant, l'enfant qui est là et qui subit, qui regarde tout, alors que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'enfant de demain. Et donc, Que nos voix résonnent, c'est une performance de théâtre physique qui met en valeur la voix, le corps, la musique. Voilà. Donc, 3 fois au féminin, c'est 3 projets, 3 créations en diffusion, un peu partout au Bénin. On était au Burkina, au Togo. On a fait un peu aussi le tour. Quand je dis le tour au Bénin, c'est autant le nord que le sud. Donc voilà, donc 3 fois au féminin, nous avons eu envie de mettre en valeur, de poser les questions. Ce n'est pas des spectacles pour provoquer, mais c'est des spectacles qui ouvrent l'espace de dialogue. Oui, espace de dialogue. Carlos, ces spectacles-là, vous êtes déjà allé au Togo, mais il y a le Congo et la Guinée-Bissau. On a été en Guinée-Bissau déjà. On a fait le Burkina Faso, le Togo, on est au Bénin. Il y a le Congo également qui est sur la liste des pays que nous devons visiter avec les 3 projets. Oui. Alors les auteurs, parlez-nous un peu de ces auteurs-là. On a 3 auteurs, donc 3 projets, 3 auteurs. Enfin, 3 spectacles, 3 auteurs, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, absolument. Donc, comme elle a commencé à le dire dès le départ, Celle qui revient est une pièce écrite par Perfil Tokbo.
qui est un auteur dramatique béninois. Oui. La pièce en question a été parmi les pièces finalistes du prix RFI Théâtre 2019. Malheureusement, la pièce n'a pas eu le premier palme, mais bon, c'est une très belle pièce qui raconte un tout petit peu, qui revient sur le drame de 2014, le drame de Chibok. Les filles que les djihadistes avaient enlevé à l'époque. Et tout, voilà. Donc il revient sur ce drame-là, mais il revient sur un aspect particulier de ce drame. Il revient essentiellement sur le retour de ces filles-là. C'est vrai qu'il raconte quand même un peu les tribulations dans la forêt que les filles ont subies, mais il revient, et c'est ça la partie qui nous a intéressés, qui nous a donc conduit à travailler ce texte, c'est le retour des filles. Après tout le buzz, tout le coup médiatique qu'il y a eu autour de ce drame, les filles sont rentrées et silence plateau. Très peu de personnes savent qu'elles sont rentrées. Et on n'est pas du tout au courant, le monde n'est plus au courant de tout ce qu'elles ont subi à leur retour. Vous êtes arrachés à vos proches, vous subissez tous les drames de la terre, avec le seul espoir de rentrer. Et cet espoir est le moteur, le carburant qui vous fait vous battre pour vous extirper du joug de vos ravisseurs. Vous rentrez et vous devenez un paria pour vos propres parents. Ils ne vous reconnaissent plus. Vos parents ne vous reconnaissent plus, ils ne vous accueillent plus. Ils ne vous accueillent plus comme il faut. Vous êtes étiqueté par ceux-là qui, hier, vous voyaient et souriaient. Quand ils vous voient désormais, ils ont des souris de dédain, des regards évasifs sur vous, avec plein d'arrière-pensées derrière. Et la pièce raconte ce retour-là. Ce retour-là de ces filles-là. Voilà, qui décident après, enfin, si je ne vais pas spolier la pièce, mais à la fin, elles décident de repartir quand même. Parce que nous ne pouvons pas supporter la chaleur familiale qui a disparu, elles décident de repartir. Voilà, La Faiseuse d'ange est écrite par Nathalie Ronvoy-Ekpe, qui est une autrice béninoise. Elle est aussi comédienne, metteuse en scène, voilà, actrice de cinéma, tout. Tout à fait. Qui a été plusieurs fois déjà finaliste du même prix RFI, qui n'a pas encore eu, on l'espère qu'elle l'aura, vivement pour le Bénin. Et La Faiseuse d'ange raconte, si on veut synthétiser, le déni des parents face aux violences que subissent les filles dans les familles. Lorsqu'un oncle essaye de faire des choses pas très correctes, pas très saines à l'endroit de la petite fille et que le père, la fille essaie d'en parler, mais le père, ou la mère, tout le monde bloque la voix de la fille. Elle n'a pas le droit d'en parler. Parfois même on va jusqu'à dire que c'est elles qui sont les diables, qui orchestrent ces désirs mais sauvagement impurs de leur... Et même quand elle ose en parler, c'est encore elle le problème, en fait. C'est elle qui provoque. On leur rejette tout le tort. Donc la pièce aborde cette question-là en faisant une incursion furtive sur la question de l'avortement. D'accord. Enfin, entre-temps, le Bénin a, à travers cette loi, autorisé l'avortement. Donc, la pièce revient un peu sur cette question d'autorisation. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait que l'avortement soit autorisé, est-ce que ça protège pour autant vraiment les femmes? Est-ce que dans les hôpitaux, la chose est effective? Est-ce que les médecins sont prêts à y aller? Est-ce que les patientes, enfin nos sœurs aussi, sont prêtes à, quand la condition l'exige ou l'impose, à faire le pas? Est-ce que le fait de l'avoir légalisé a fini par réduire le taux ou la propension de l'avortement clandestin? Mais c'est vraiment, Patrick Diossou, c'est vraiment trois pièces fortes qui abordent... Il y a une troisième pièce? Oui, il y a Que nos voix résonnent, qui est une coécriture de Sibyline de Souza et d'une autrice camerounaise, Hermine Yolo. Et la pièce a été performée et mise en scène par Sibyline. C'est un seul sur scène qui raconte un peu les violences conjugales vues par l'enfant qui est témoin et qui subit d'une manière ou d'une autre les conséquences de ces actes-là sur sa maman. Voilà. Oui. Donc, trois pièces, comme tu le disais, trois pièces qui montrent une autre dimension de l'être humain, et la dimension cachée, pour parler de cette dimension qui suscite beaucoup de questions. Mais quand vous finissez les pièces, est-ce qu'il y a chaque fois des débats, est-ce qu'il y a des interrogations, ou bien le spectacle finit et puis chacun rentre chez soi? Non. L'idée de ce projet, c'est pour ça que je disais que c'est un espace de dialogue. Donc, à chaque fin de spectacle, on discute avec le public. On essaie de dialoguer parce que c'est des sujets de sensibilisation. Donc, c'est important d'avoir le retour du public. Et il y a aussi, parce que nous, on utilise beaucoup, il y a des langages qu'on utilise que le public n'arrive pas à décoder. Parce que la scénographie, déjà, c'est un travail
c'est autre dialogue. Oui. La lumière, c'est aussi autre dialogue qui participe à la construction du spectacle. Donc, il y a tous ces éléments qu'on communique, on discute un peu avec le public. Et aussi, il y a les mots, parce qu'on était à Natitengu, on était dans des lieux où ils n'ont pas l'habitude d'avoir le spectacle. Donc, c'était important de discuter avec eux. Oui. Et aussi parce qu'en utilisant le français. Et parfois, c'est très difficile dans des zones parce que le test, c'est déjà c'est parfois assez corsé. Voilà. Le niveau de langue est un peu... Voilà. Mais au-delà de ça, c'est ce qui est surprenant. On pense que le public ne comprend pas. Mais à travers les mots, à travers les mouvements, à travers l'image, ils comprennent beaucoup. D'accord. Voilà. Avec ces 3 pièces, vous êtes allé au Burkina Faso, vous l'avez dit, n'est-ce pas? En Guinée-Bissau aussi. Ensuite, le Togo. Y a-t-il d'autres dates? Oui. Ce soir. Ce soir, d'accord. Ce soir. Bon, c'est un hasard, hein? On n'avait pas prévu le jour du travail et puis nous, on travaille. Donc, ce soir, il y aura La Faiseuse d'Ange de Nathalie Onvoy-Ekpe à 20h à l'espace Okinawa Festec. Et demain, Que nos voix résonnent, toujours à l'espace Okinawa à 20h. L'espace Okinawa Festec, je crois, je fais un coucou à Jean-Louis Kedaï, le directeur. L'espace, c'est où? Il faut indiquer rapidement. L'espace, c'est au Carrefour Tankpé, dans la rue des Témoins de Jéhovah. On a fait l'option d'aller vers les milieux qui n'ont pas toujours eu accès à l'offre artistique avec ce projet. Donc, on a été vraiment dans des milieux où les gens n'étaient pas du tout habitués à rencontrer la matière théâtre telle que nous la pratiquons. Et ça nous a révélé des choses suffisamment géniales. Déjà que les populations, que ce soit au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, elles ont envie, elles ont le besoin que nous puissions partager avec eux et avec elles ces éléments-là que nous fabriquons en tant qu'artistes. Le besoin, il est là. Et c'est à nous donc de faire le pas à chaque fois vers eux. Ensuite, les thématiques ont touché. Je me souviens, à Porto Novo, une dame dans l'un des quartiers nous a dit de traduire les pièces en langue pour venir les jouer, puisque la langue française était pas une barrière. Elle comprenait, mais il y a des éléments qui leur échappaient. Et une maman qui nous disait, il faut traduire ces pièces-là en langue et nous les ramener. Comme ça, on pourra davantage toucher de monde par rapport aux thématiques qu'elle... Parce que ça sensibilise beaucoup aussi. Hein. Extrêmement. Et surtout, ça aborde des thématiques qui parlent à toutes les femmes, finalement. Quand on parle d'avortement, ça parle aux femmes. Et aussi aux hommes. Quand on parle... aux hommes aussi, bien sûr, parce que pas de grossesse sans hommes, je suis d'accord. Non, aux hommes, pas forcément dans ce sens, parce que on se rend compte quand on évolue en diffusant les pièces que nos frères, nos pères ont une connaissance des droits de la femme assez limitée. Ah, d'accord. Suffisamment limitée. D'accord. Et donc, la question, même si on en parle aujourd'hui pratiquement tous les jours, ce n'est pas assez en fait. Il faut continuer à en parler, pas qu'aux femmes, aux hommes aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'INF prône la masculinité positive. Tout à fait. Et on contribue à ça d'une certaine manière aussi en diffusant ce projet-là. Parce qu'il faut que les hommes changent de façon de faire pour accompagner les femmes qui se battent tous les jours pour que ça change. Et ça va changer, ça doit changer, ça va changer. C'est pour ça qu'on essaie de faire ce travail. On a envie de provoquer le débat. Et c'est le lieu de le dire. Voilà. Stop aux violences faites aux femmes. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Un gros stop, hein, pas un petit. Un gros stop. Parce qu'il ne faut pas que l'homme pense qu'il est agressé. C'est pour ça qu'on essaie souvent avant, moi quand je finis Que nos voix résonnent, parce que c'est vraiment un spectacle qui touche. Et je dis souvent aux hommes de ne pas se sentir agressés, mais de venir pour qu'on discute. Parce que c'est important de communiquer. Parce que chaque chose, on peut pas. La femme a besoin de l'homme, l'homme a besoin de la femme. Et il faut qu'on arrive à communiquer ensemble pour pouvoir sortir les solutions. Oh, merci. Donc, allez, c'est une pièce à voir absolument. Et ça se passe déjà ce soir. On va le rappeler une fois encore à 20h au centre culturel Okinawa Festec. D'accord. Ça me tente bien. Hein. Oui, j'ai bien envie d'aller voir La Faiseuse d'Ange. Ce soir et puis demain soir. Demain soir aussi. C'est ça, on clôture notre tournée comme ça. Enfin, la plus grosse partie. Ok, d'accord.
Ah, mais c'est bien. Et vous savez, on va clôturer cet entretien par une personne qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je crois que certains ont déjà deviné. Vous avez déjà deviné? Oui, absolument. Aujourd'hui, la journée du travail, et un travailleur, je ne dirais pas acharné, mais un grand travailleur. Le premier travailleur, le premier homme du Bénin, il est en train de fêter son anniversaire. C'est le président Patrice Athanase Guillaume Talon qui fête son anniversaire aujourd'hui, 1er mai. Vous savez, ça fait plaisir d'entendre dire, oui, le premier homme du Bénin est né un jour du travail. Et je ne sais pas quel commentaire. C'est une coïncidence qui rappelle, Patrick Diosso, qu'au-delà des fonctions, le poids de l'engagement et la constance qu'exige l'action publique sont vraiment quelque chose d'inné en lui, n'est-ce pas, Patrick Diosso? Oui, et c'est comme si tout était déjà prédestiné, tout était déjà tracé. Quand on est né, quand on est un 1er mai, on travaille, on devient travailleur. Et on devient un travailleur qui s'attache à tout ce qui est œuvre, tout ce qui est ouvrage, tout ce qui est... Le travail devient une mission, c'est devenu une vocation. Et ça se fait avec art, quand vous voyez tout ce qui est fait, avec esthétique, avec tout ce qui est beauté dans le paysan. Voilà. Merci, Patrick Diosso. Bon. Merci pour cet hommage rendu au président de la République qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui. Que lui souhaiter, sinon lui souhaiter une bonne santé, de la lucidité, de l'énergie, n'est-ce pas, pour poursuivre, on va dire, les chantiers engagés au service du Bénin. Merci à vous, Sibline. Merci également, Sibeline, voilà. Bon. Et merci à vous, cher Carlos. Oui. Et n'oubliez pas, allez suivre la pièce ce soir. Les deux ont des noms de famille qui sont... Il y a De Souza, il y a Zissou ou Zinsou. Comment ça se prononce? Zissou. Oui. Hors du Bénin... Bon, hors du Bénin, on entend beaucoup de choses, mais bon, on accepte. D'accord, voilà. De Souza et Zissou, Patrick, ce sera tout pour événement à la une de ce jour, n'est-ce pas? Rendez-vous la semaine prochaine, du lundi au vendredi. C'est tout. Vous êtes toujours aux manettes du lundi au vendredi. Oui. Après des années de service, parfois toute une vie consacrée à l'administration publique ou au secteur privé, arrive un moment que beaucoup attendent, la retraite. Mais derrière cette étape, souvent présentée comme un repos bien mérité, se cache parfois une réalité plus contrastée. Perte de repères, difficultés financières et sentiments de déclassement social. Elle suscite à la fois espoir, inquiétude et interrogation. Pour certains, elle symbolise une rupture brutale avec la vie active. Pour d'autres, elle représente une opportunité de renouveau. Dès lors, plusieurs questions se posent. La retraite est-elle finalement une mort sociale ou une nouvelle vie de rêve? Comment s'y préparer efficacement? Quelle stratégie surtout mettre en place pour garantir l'inclusion des retraités dans la société? Nous en parlons ce matin avec notre invité Amidou Adamou. Bonjour. Bonjour, madame. Oui. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Vous êtes ancien cadre de l'administration publique, ancien directeur des ressources humaines, ancien directeur général de la réforme et de la modernisation, de l'ICC, administration, ancien directeur de cabinet des ministres, du ministre du Travail et de la fonction publique, consultant formateur, DG cabinet. Il y a tellement de titres à votre actif. C'est donc un honneur pour nous de vous recevoir ce matin. Après une vie aussi remplie, vous êtes légitime pour parler de la retraite. Et ma première question est celle-ci. Quand on parle de retraite au Bénin, Amidou Adamou, s'agit-il réellement d'un repos mérité ou d'un changement de statut parfois brutal? Merci, madame, de m'inviter à l'occasion de la fête du 1er mai pour parler du travail, après le travail. Le travail après le travail. Bon, la retraite, c'est quoi? En fait, c'est la cessation des activités après des efforts loyaux qu'on a fait et de prestations de services. Elle peut être une mort sociale, tout comme elle peut être l'occasion d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Un renouveau, on va dire. D'un renouveau. Tout est question de préparation. Une mort sociale dans la mesure où la retraite, ça signifie la perte de statut social. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le DRH, madame la major, madame la chef de service BTV, il n'y a plus ça. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Donc, perte donc, de votre statut social.
rupture avec vos proches. Vous avez l'habitude de travailler, des choses-là, donc vous perdez vos amis, vous perdez vos relations de travail. Vous perdez tout ça. La retraite, c'est également une perte de revenus. Rarement, les gens gardent une constance dans leurs revenus à la retraite. On n'a plus le même train de vie. Non, on n'a plus le même train de vie. C'est surtout cela. Donc, c'est surtout cela, dans la mesure où vous partez peut-être dans le meilleur des cas avec 70% de votre revenu. Or, indemnité, c'est-à-dire en dehors des avantages salariaux. Quand vous êtes en activité, vous avez des avantages non salariaux. Et vous avez votre salaire et des avantages non salariaux. Donc, vous perdez tout ça. Donc, financièrement, vous êtes et puis diminué, et puis socialement. Donc, c'est ce qui fait que les gens, ils redoutent la retraite. Ils considèrent la retraite comme un naufrage programmé. Parce que quand tu as commencé, tu sais qu'au bout de 60 ans, d'âge, tu dois partir. Mais les gens ne se préparent pas. C'est ça la difficulté par rapport à la retraite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est qu'il faudrait qu'on sensibilise les gens sur l'utilité. On va y revenir, à Amidou, Adamo. Concrètement, comment décririez-vous la vie d'un retraité aujourd'hui au Bénin? La vie d'un retraité, la plupart du temps, c'est le stress. Baisse de revenus. Oubli. Et puis isolement social. Vous voyez, les gens sont surpris que 3 mois après la retraite, le doyen revient pour dire « je suis venu vous saluer ». Bon, en fait, ces salutations ne sont pas toujours désintéressées. Parce qu'il n'y a pas eu de préparation par rapport à cela. Mais par contre, lorsqu'il y a une bonne préparation, la retraite devient une occasion de rêve. C'est-à-dire un repos bien mérité, dans l'épanouissement. On se réinvestit autrement. Donc la retraite, ce n'est pas la fin d'un parcours, c'est le début de notre parcours, de notre vie. Alors quand je vous écoute, j'ai le sentiment que ce n'est pas une étape de la vie qu'on doit redouter. C'est une étape de la vie à laquelle il faut se préparer. Oui, tout à fait. Il faut se préparer dans la mesure où, dans une question de dynamique, tout ce qui a un début a une fin. Mais maintenant, c'est un changement, une mutation dans les activités. Il faut se trouver de nouvelles formes d'activités au niveau social pour continuer à avoir une certaine utilité sociale. Donc, je crois que c'est un peu cela. C'est cette préparation que nous n'arrivons pas toujours à faire et qui fait qu'on n'a pas ce à quoi on en doit. C'est-à-dire une retraite active et épanouie. Ça doit être une retraite. Donc, ça ne doit pas être ce qu'on est en train de dire, oh, et le repos, bon repos. Mais un repos dans l'insécurité financière, un repos dans le stress, un repos dans l'anonymat, dans l'oubli. Et puis ensuite, la façon de voir les retraités. Le regard que la société porte sur le retraité, c'est comme un objet usé dont personne... Enfin, oui, bien sûr, un objet usé qui n'a plus d'utilité sociale. Alors qu'en fait, il y a tellement de possibilités d'être toujours utile à la société, d'être utile à sa famille, d'être utile à sa communauté, d'être utile à la nation. Donc, les opportunités actives. C'est pourquoi on parle de retraite active et épanouie. D'accord. Alors, comment on fait pour réussir cette transition, Amidou Adamo? Moi, je vous regarde ce matin. Je vous ai connu, enfin, je vous ai vu il y a quelques années déjà. Mais quand je vous revois aujourd'hui, vous vous maintenez, malgré le temps qui passe. Vous êtes encore actif dans la vie. Comment on fait pour préparer, pour réussir, on va dire, cette transition, pour ne pas sombrer, on va dire, dans l'oubli, dans le stress, dans l'angoisse et l'anxiété? D'accord. La première chose, c'est une préparation. Il faut se préparer à la retraite. Il faut se préparer administrativement, c'est-à-dire suivre sa carrière. Suivre sa carrière, être sûr que quand vous êtes dans le public, que vous êtes reclassé, que les actes sortent, et ensuite. Quand vous êtes dans le privé, s'assurer que le patronat honore les engagements auprès de la Caisse nationale de sécurité vers les cotisations. Il faut y aller de temps en temps, suivre de l'autre côté. Oui, il y a des structures formelles pour le faire. Il y a les responsables du personnel, le gestionnaire des ressources humaines. Le responsable du personnel, il a quoi? Il a à sa charge, on va dire, des centaines d'agents à gérer. Donc, il faut le faire personnellement. Il faut le faire personnellement, il faut suivre. Bon, ensuite, il faut se préfigurer sa retraite pour dire je dois partir. Mais dans quelles conditions je dois partir? Avoir un projet de retraite. C'est important. C'est très important. Il faut avoir un projet de retraite. Bon, c'est dit, je vais partir dans 5 ans, dans 10 ans. OK. Je vais m'installer où? Quel sera mon revenu? Apprendre à calculer sa pension de retraite.
C'est des techniques, c'est les questions d'annuité. Vous vous rapprochez de votre directeur des ressources humaines responsable, il va vous dire, vous êtes à un distant, vous avez tel nombre d'années de service, quand vous allez partir, vous aurez telle pension. Donc, il faut savoir, par rapport à cette nouvelle vie, quelles sont les ressources, de quelles ressources vous disposez. Dans la prévision. Dans la prévision. Oui. Donc, vous dites, je vais partir. Aujourd'hui, vous avez peut-être 100 000 francs de revenus. À la retraite, vous aurez 60 ou 65 000. Bon, maintenant, qu'est-ce que 65 000 permet de faire? Donc, vous préfigurez votre retraite à travers le salaire. C'est pour savoir. Maintenant, votre lieu de destination, vos charges, comment est-ce qu'il faudrait pouvoir les maîtriser, les contenir dans votre chose là. Donc, pouvoir contenir vos charges. Est-ce que vous devez changer de maison? Est-ce que vous devez changer de village, de quartier? Donc, vous devez intégrer tout ça là pour vous préparer par rapport à cela. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma retraite? Aller s'asseoir dans un fauteuil et attendre la mort, comme la plupart du temps. L'inactivité, ça tue plus vite. Hein, oui, c'est ça. Ou bien se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire? Quelle formation je peux faire? Comment est-ce que je peux me déployer? Donc, avoir un projet de retraite. Il ne s'agit pas d'aller, de s'engager par rapport à des activités qui vont stresser, mais une activité à la mesure de votre énergie, de l'heure. Donc, qu'est-ce que je dois faire comme activité? Vous avez tout cela. Donc, vous partez, vous savez déjà, vous partez avec votre plan personnalisé de retraite que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez vous faire accompagner à l'occasion des formations. Il y a des formations que l'on organise par rapport à ça. Vous avez votre plan personnalisé de retraite. Je vais à la retraite, j'aurai combien d'enfants à charge? Ou bien mes enfants seraient partis. Maintenant, la maison, est-ce qu'elle n'est pas toujours grande pour moi? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer de maison? Il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça. Parce qu'en fait, c'est une troisième vie. Aujourd'hui, avec la longévité, on vit. Faire 20 ans de retraite, ce n'est plus un miracle. De plus en plus. On a organisé une activité, j'ai vu des institutrices, des savants qui avaient déjà 20 ans de retraite. Elles sont encore solides. Donc, ça veut dire qu'il faut préfigurer tout ça pour dire... Mais vous-même, M. Hamidou Adamou, comment avez-vous vécu votre passage à la retraite? Racontez-nous un peu. Bon, enfin, de façon personnelle, moi, avant de partir, je savais ce que je ferais de ma retraite. D'accord. Vous aviez déjà un projet de retraite? Bien sûr. Il y avait un projet de retraite. C'est que je dois ouvrir un cabinet et que je dois valoriser mon expertise. Et j'ai fait des formations par rapport au métier de consultant. Qu'est-ce que c'est qu'un consultant? J'ai fait des formations par rapport à cela. Et j'ai installé le cabinet. C'est comme ça que ça se fait. Parce que quand vous n'avez pas une activité qui vous occupe, quand vous n'avez plus de défis à relever... Vous mourrez à petit feu. La sédentarité, c'est la pire des pratiques. Vous êtes là assis dans votre fauteuil à parcourir les réseaux sociaux, vous êtes administrateur, alors qu'en fait, à cet âge, vous avez une compétence. Vous avez de l'expérience surtout. Vous avez une certaine expertise que vous pouvez faire valoir. À vendre. Et c'est en cela que nous disons que la retraite, elle doit être active et puis épanouie. Donc, il faut avoir une activité, mais pas une activité pesante, une activité certaine que vous pouvez faire à votre rythme et qui va vous permettre de générer un revenu complémentaire. Dans la mesure où la pension à elle seule, bon, parfois ça ne suffit pas. Donc, il faudrait quelque chose qui vous permette d'avoir de diversité. J'imagine l'intérêt de ces travailleurs qui nous regardent ce matin et qui se disent, mais tiens, franchement, ce que M. Hamidou Adamou dit est tellement pertinent. Alors, si je vous comprends, vous êtes adepte du fait que la retraite, ce n'est pas une mort sociale, c'est une nouvelle vie. Non, la retraite, ce n'est pas la fin de la vie. C'est une nouvelle vie. Oui, quand je vais à l'école, je leur dis, mais sors de ton fauteuil, va créer autre chose. Va créer une activité. Pas nécessairement pour devenir millionnaire ou milliardaire, mais pour t'occuper, pour continuer d'avoir une utilité sociale, pour avoir encore des interactions au niveau social. Bien entendu, il faudrait que ce soit équilibré entre votre capacité physique et intellectuelle actuelle, vos occupations, vos charges de ménage, parce qu'il faut pouvoir quand même être utile socialement et à sa famille désormais. D'accord. Il faut être présent. Donc, il faut jouer sur cet équilibre-là. Et donc, pour bien préparer sa retraite, vous l'avez dit, il faut suivre sa carrière. C'est la première chose. Il faut une préparation financière. C'est la deuxième chose. Et la préparation financière consiste à faire quoi exactement? Épargner tôt ou qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut épargner. Ah oui, bien sûr. Et puis, il y a des produits d'assurance aujourd'hui. Il y a des produits d'assurance. Les sociétés, là, comment il faudrait faire une assurance complémentaire, tout ça, là, pour ça. Parce que, il y a des gens aussi qui rendent des centimes. Bon, il faut faire des investissements
qui vous permettent donc à la retraite d'avoir des retours sur investissement. Donc il faut voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais dans un contexte aussi où le salaire n'est pas souvent assez consistant, comment on fait, comment on réussit ça? Non, en fait, le salaire n'a jamais suffi à quelque chose. Même celui qui est bien payé, il se dit il m'en faut plus. D'accord. Ah oui. Même il y a des gens qui sont relativement mieux payés que d'autres. Mais parfois, ils ne réalisent pas autant que ceux qui... Exactement. C'est une question d'organisation. C'est une question de priorité et de plan de vie. Même avec le peu que là, on s'investit par rapport à ses ressources. On se retrouve par rapport à cela. On n'a pas besoin d'avoir de grands revenus, tout ça. C'est un sacrifice qu'on doit faire. C'est une discipline personnelle qui doit permettre donc d'aller vers ces objectifs-là. Il faut donc épargner très tôt, c'est important, diversifier ses sources de revenus. Et vous insistez sur le fait qu'il faut éviter de contracter des dettes à l'approche de la retraite. Ah oui, dans la mesure où, quand vous partez à la retraite, et que vous ne devez pas partir à la retraite avec de grands stress. Oui, lorsque vous investissez et que vous partez à la retraite avec des choses, votre revenu baisse. Vos charges augmentent. Parce qu'après 60 ans, vous voyez, vous avez des engagements au niveau de la santé, votre épouse et puis tout ça. Alors, à partir de cet instant, il ne faut pas rentrer dans des situations d'incertitude. Donc, vous partez à la retraite avec des dettes, ça peut toujours se retourner contre vous et affecter, n'est-ce pas, votre équilibre financier et puis en ajouter à vos stress. Et ça peut être la cause, n'est-ce pas, de votre dégénérescence. Il faut donc une préparation financière, une préparation psychologique aussi? Bien sûr, la préparation psychologique, dans la mesure où la perte de statut social. Déjà, un chèque psychologique, vos anciens collaborateurs ne vous répondent plus. Vous l'appelez, il ne répond même plus. Oui. Il ne vous répond plus. Vous ne comptez plus, ils n'ont plus besoin de vous. Bon, le regard des autres, l'utilité sociale, le respect que vous avez, donc c'est un choc psychologique. Et ensuite, au niveau familial, il y a encore un problème. Dans la mesure où vous étiez déjà habitué au travail, vous étiez soutenu parti. Maintenant, vous revenez à la maison. Il faut renégocier votre réinsertion dans le cercle familial, dans la mesure où ma maman avait l'habitude de gérer les enfants. Maintenant, vous revenez et vous voulez donner des ordres. Ça ne va pas marcher. D'accord. Et donc, dans ces conditions, je crois qu'il va falloir renégocier, changer de rôle. Vous n'êtes plus dans un management directif, c'est dans un management participatif. Vous êtes un conseiller à vos enfants et puis tout ça. Et vous parlez aussi d'une préparation sanitaire, c'est important. Ah oui. On va y aller rapidement, on n'a plus assez de temps. D'accord, la préparation, il faut ménager sa santé pendant qu'on est en activité. C'est très important. Lorsque vous ne ménagez pas sa santé, vous payez la facture après. Quand vous ne ménagez pas la santé, vous n'avez pas une certaine discipline personnelle. Quand il y a des abus, aujourd'hui, mais demain, vous payez la facture. C'est pour ça. Il faut ménager son organisme. Il faut donner l'accent mettre l'accent sur les soins préventifs et tout ça pour pouvoir partir à la retraite en bonne santé. Merci. Hamidou Adamou, c'est un sujet tellement intéressant, ça me parle en fait, parce que j'imagine que ça parle à beaucoup de gens, à Amandine Aliamboso, à Karamata Guatao, parce qu'une retraite, ça se prépare, il faut l'entendre et l'intégrer aujourd'hui, c'est très important. Il faut déjà commencer quand on est à 10 ans, peut-être de sa retraite. Non, même au début de la retraite. Même au début déjà. Au début de la retraite, oui. C'est-à-dire que la retraite, demain se prépare aujourd'hui. D'accord. Vous voyez, dans certaines structures là, dès que vous commencez, on vous fait épargner de l'argent. Mais quand vous partez à la retraite, on vous dit, vous avez épargné tant. Parfois, ça devient une somme colossale. Et on vous demande qu'est-ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez prendre ce capital-là pour initier une activité génératrice de revenus, ou bien vous voulez qu'on le réinvestisse dans votre retraite, dans votre capital de retraite, pour améliorer votre pension. Donc, vous choisissez. Donc, il faut épargner. Merci. Hamidou Adamou, et surtout ne pas... On voit certaines personnes, certains hommes qui déjà tout vieux même prennent une deuxième ou une troisième femme alors qu'on est à la porte de la retraite. Il faut décourager ça aussi, non? Non, en fait, c'est une question d'équilibre. D'accord. Quand vos ressources diminuent, il ne faut pas augmenter vos charges. D'accord. Oui. Donc,
les ressources diminuent financièrement et physiquement. Maintenant, quand vous avez fait et prendre une épouse, bon, évidemment, il ne faut pas faire une erreur de choses. Il paraît que ça maintient, ça donne plus la forme. Bon. Amidou Adamou, c'est déjà fini. Tout dépend. Ça donne une seconde jeunesse. Quand vos ressources diminuent, vos charges ne doivent pas augmenter. Exactement. Que ce soit les ressources financières, les ressources physiques. Bon, maintenant, chacun fait le choix, en toute responsabilité. Merci beaucoup. Je pense qu'on vous recevra sur d'autres plateaux pour continuer, n'est-ce pas, à éclairer les téléspectateurs, les travailleurs sur l'utilité, sur l'importance de préparer sa retraite. C'est important pour ne pas totalement sombrer dans l'oubli et pour ne pas, une fois qu'on est à la retraite, toquer de bureau en bureau, aller de bureau en bureau pour solliciter des aides, pour demander des SOS. Ça n'est pas bien, ce n'est pas une belle image. Et pour l'éviter, c'est maintenant qu'il faut préparer sa retraite. Merci. Amidou Adamou, je rappelle que vous êtes ancien fonctionnaire à la retraite. Merci pour tous ces éclairages. Allons maintenant dans Bénin en mouvement. Eh oui, Amandine Anyambossou, allez, travailleur inlassable de la SRTB, précisément de Bénin TV. Amandine, bonjour. Bonjour Rachidat, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à tous les Béninois qui nous regardent. Ce matin, une fête dans l'introspection. La retraite, ce n'est pas la fin de vie. Non, non, ce n'est pas la fin. Quand les charges diminuent, il ne faut pas augmenter. Vas-y. Ce que le décès a dit. Ce n'est pas le lieu d'aller chercher plusieurs femmes. Allez, on a un invité ce matin, on va faire son portrait. Eh oui. Oui. Ce matin, on a sur ce plateau un artiste vivant et c'est lui que nous recevons aujourd'hui. C'est un artiste béninois au timbre de voix atypique. Il fait de vibrations très accrocheurs. Il est originaire de Ouida et a été initié très tôt à la musique par ses parents. Sylvain Akododja, ou Vifint pour les ménomanes, a fait ses premiers pas de musicien dans un groupe scolaire avant de se lancer dans une carrière professionnelle. Son premier album, dénommé Senagla, est sorti en 2008 et depuis, il a enchaîné avec plusieurs autres albums. Vifint a même été nominé au prix Découverte RFI en 2009. Vifint est notre invité. Bonjour l'artiste. Bonjour. Bonjour Vifint. Bonjour Rachida, comment vous allez? Ça va très bien. Bonne fête à vous également parce que vous êtes aussi un fonctionnaire de l'État. Vous travaillez au ministère de la Justice. Et qu'est-ce que vous pensez de la fête du 1er mai? La fête du 1er mai, c'est... Merci. Je remercie l'ONTB. Aujourd'hui, c'est la SRTB. C'est la SRTB. Et vous êtes sur Bénin TV. On a bougé, hein, on a bougé depuis. Ça a évolué. Ça a évolué. La fête du 1er mai, c'est une fête pour les travailleurs, toutes catégories confondues. Et c'est un jour pour que les travailleurs puissent faire le point de leur carrière, puissent se relancer afin de s'épanouir. Ok, vous faites partie quand même de ces artistes qui ont chanté pour honorer les travailleurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? La motivation pour la réalisation de cette chanson, c'est encourager les travailleurs parce que ce n'est pas facile d'être travailleur. Employé de l'État ou employé dans le privé, ce n'est pas facile. C'est une vie de contraintes parce que vous avez des obligations, vous prenez un engagement, vous êtes obligé de remplir cet engagement. Et donc ça vous amène à vous priver de certaines choses nécessairement. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer par ce canal-là pour dire merci. Merci à tous les travailleurs du Bénin et du monde entier. Et justement, pour tous les travailleurs, se dédicace en ce 1er mai pour la fête du travail. Écoutons Azoato.
toche tombo kwe watonu mi peto emi. Aso wato toche tombo kwe watonu mi misia. Arosuzo wato toche tombo kwe wasanu mi peto emi. Aso wato toche tombo kwe watonu mi lo. Aso wiwa kufao. Warosuzo wiwa tozon pipi mapi. Azo iwa confirme fonctionner d'état ton queen des windows missia. Quand on prend une journée, le fonctionnaire doit se lever très tôt le matin. Il n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner. Et wati azobeo, noé atade medjeme on a montant. Ils sont obligés de manger au bord des voies chez les bonnes dames. Dodo pas fidé, abomo satin, ati sa fidé pour sia. Agua sato fidé, pour satin, azava sa fidé pour sia. Et les labis, ouais, non, sont bons, ils sont souvent de maux de ventre atroces. Diarrhée chronique, constipation régulière, bidon mimoko, et qu'on ait clinique au CNHU, et non, Koazo watole, menena batunu mi onye wa tunu mi. Azo watole, yen vivede, yen wa mu watunu mi. Mona so watodo chetombo, kuwe watunu mi. Beto emi kudazo. Azo watodo chetombo, kuwe yen watunu mi. Misia. Kudazo. Voilà qui rend un hommage bien mérité aux travailleurs. Mikudo Azo. Une dédicace pour tous les travailleurs. Voilà, une dédicace pour tous les travailleurs, exactement. Obligés parfois d'aller manger au bord de la voie. Au bord de la voie, avec des risques Il a avec autant de précision. Au bord de la... Comment on peut dépeindre avec autant de précision, voilà. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Oui, ça a évolué. Les travailleurs vont marcher. Mais ça, c'était dans les années 2000, hein, oui, cette chanson. Oui, dans les années 2000. Sinon, ça n'a pas été clippé. C'est pour ça, d'ailleurs, voilà. Est-ce que ce n'est pas le moment de sortir un clip, de revoir un peu la chanson, de l'adapter à nos réalités actuelles? Là, c'est une bonne idée. Ah oui? C'est une bonne idée. Parce que quand même, ça reste d'actualité, oui, la chanson. Je vais y penser. Et oui. Mais aujourd'hui, les travailleurs vont manger dans les maquis. Dans les restos. Dans les restos. Dans les cantines. Et quand vous allez à la cité ministérielle, par exemple, oui, on a de beaux restos là-bas. Oui, oui. À moindre coût en plus. Donc, les choses ont évolué vraiment. Ah oui, et il n'y a plus d'Abobosator. Non, au bord de la voie. C'est fini. D'accord. Alors, comment on peut définir, par exemple, votre style musical? Parce qu'on sent un peu un rythme sapata teinté de jazz. Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Hein. C'est du sapata, rythme béninois, culturel, teinté du jazz. C'est exactement ça. Et pourquoi vous avez adopté ce style musical? Le sapata, c'est un rythme culturel. Moi, je suis né quelque part où ça se fait. J'ai vécu, j'ai grandi dans ça. Et je comprends mieux ce langage rythmique. Et quand j'ai voulu me révéler, je me suis dit, il vaut mieux que je parte de ça pour pouvoir réaliser ma musique. Et donc, pour ne pas rester typiquement folklorique et traditionnel, oui, j'ai voulu ajouter des instruments modernes. Et c'est ça. Du tradi moderne, on va dire. Oui, c'est ça que vous venez de dire. Le jazz. Le sapata teinté de jazz. Okay. Exactement. Et pour ceux qui ne le savent pas, Vivinte, c'est plusieurs récompenses. Je l'ai dit tout à l'heure, il a été nominé au prix découverte RFI 2009. Il a également eu le trophée de la Nuit du Vaudou en 2010, le prix Tam Tam d'Afrique Award
Award et le prix Bene Gold Award en 2009 et bien d'autres encore. Vivint, quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre carrière et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, les difficultés, regard sur ma carrière, c'est la même chose. Hein. Vous savez, c'est ce que vous venez de dire par rapport à la chanson Azoa Toketon. Les choses évoluent et nous sommes obligés de nous adapter. De vous adapter, oui. C'est ça. Donc, nous avons commencé par faire de la musique d'une certaine manière. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous sommes obligés de nous adapter. Nous sommes obligés de nous reculer pour pouvoir voir, chercher les repères et pour pouvoir revenir vraiment avec des choses beaucoup plus appréciables. Vivint chante toujours, n'est-ce pas? Je chante toujours. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un peu disparu. Depuis 2020, on n'a plus, franchement, plus de... sur les scènes, sur les plateaux télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une rupture brutale pour nous qui t'aimons, qui apprécions ta musique. C'est vrai, vous avez raison quand vous dites que Vivint a disparu. J'ai connu des difficultés privées. D'accord. Et ainsi de suite, ça fait que ça m'a... Vous avez mis une pause? Oui. C'est juste une pause, on espère. C'est une pause. Donc Vivint va nous revenir plus fort avec sa belle voix. Ça n'a pas été carrément une rupture. Hein. J'ai eu à faire des collaborations avec des amis, des artistes béninois. Donc, et parlant justement de collaboration, vous avez fait une collaboration avec Zena Babib que nous allons suivre. Tanyi Adoro. Oui, Tanyi Adoro. Tanyi Adoro, ça veut dire? Tanyi Adoro, c'est une manière de dire, c'est la femme qui est au foyer. Qui n'a plus d'actualité. Qui est au foyer. Elle est d'actualité, la femme qui est au foyer. Et comment ça se passe dans le foyer. Ah, d'accord. C'est ça? C'est ça. Ok. Ça, c'est un niveau élevé de fond, hein. Ça me dépasse, moi. D'accord. Anangwani bisese bonono etekadie Tayano Adomona gbenue monje mi no je didodi mi ko je modochio aside bowe mi no dawakwe Jona gbenue monje mi no je didodi ne mi ko je modochio aside bowe mi no dawakwe sunu wetwe kunyo monje wetwe mangele ea wetwe kunyo monje wetwe mangele tegwe kona holo bisese boy no zido ke me bono jala Jom turi
Et arrête ça. Oh, oh, oh. Quand tu m'as épousé, tu ne peux pas tout m'offrir. Quand je décide d'aller travailler, tu mélanges amour et jalousie toujours. Oh, neka bomba, mais non neka bomba, mais mon amour est assez mito. Neka bomba, mais non neka bomba, mais mon amour est assez mito. Neka bomba, mais non neka bomba. Neka bon Vicente, neka bon Mimono blomo, neka bon. C'est quoi le message? Tayadoro, c'est la dame qui est dans son foyer et qui interdit que personne n'y aille. Mais elle ne fait pas les choses bien non plus. Mais elle ne fait pas les choses bien non plus. Et dans le même temps, son homme doit comprendre aussi que une femme a ses caractéristiques. Et donc, il faut faire avec. Il faut comprendre que la femme, c'est pas parce qu'elle y a des petites différences qu'il faut tout de go. Tout de suite se dire, je prends une deuxième ou une troisième femme. Non. Et quel regard, par exemple, Vicente porte aujourd'hui sur la musique béninoise? Est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée? La musique béninoise est en train de faire son parcours, normalement. Et vous allez constater que hier, quand vous regardez les artistes, vous comprenez. Aujourd'hui, vous voyez les artistes. Et ainsi de suite. Ça évolue normalement. Ça évolue. Oui, donc la relève, elle est assurée. Il n'y a rien à dire. Et d'ici là, vous allez voir, nous aurons de très, très, très grandes stars. Quel est l'artiste de la jeune génération aujourd'hui que vous admirez, voilà, mais on va pas, que vous appréciez, sans faire de jaloux, bien sûr. J'admire tout le monde. J'admire tout le monde. Autant que nous sommes, j'admire tout le monde. Et il y en a un particulièrement que vous voyez peut-être percer très vite. Bon, je ne peux pas le dire vraiment, hein. Mais j'aime bien T-Gang. D'accord. J'aime First King. J'aime First King. J'aime Bano Baby. Voilà. J'aime tout ce monde-là. Donc, on voit déjà votre game. C'est de la bonne musique. C'est de la bonne musique. OK. À quand le prochain album de Vicente? Bon, je suis quelqu'un qui n'aime pas fisser des rendez-vous. C'est une surprise alors. Vous préférez surprendre vos fans? Ça viendra certainement. Il n'y a rien à dire. OK. Ça viendra. Vicente, nous fredonne à Zowato avant de descendre de ce plateau. OK. Allez-y. Merci. Azoa toto chetombo gbewenye wa don mi mikuru azo azoa toto chetombo gbeje wa don mi peto emi mikuru azo azoa toto chetombo gbewenye wa don mi mikuru azo. Allez. Ah, vous voulez que je chante? Non, c'est bon, allez. Merci beaucoup à vous, Vicente. Merci beaucoup à vous aussi. Oui. Et on vous souhaite beaucoup de courage et plein de succès encore. Merci. Merci. Et Rachida, oui. Vicente n'est pas le seul à avoir chanté pour les travailleurs. Sans fausse modestie, on a la primeur de l'information. Eliphaz vient de sortir un clip également pour les travailleurs. Le clip est sorti tout à l'heure à 0h. On vous invite à suivre. Eliphaz, oui. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer, mais c'est ça la vie. Chef de famille. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer, mais c'est ça la vie. Et on nous dit l'eau. Tu vas nous manquer, tu vas nous manquer, tu vas nous manquer, mais c'est ça la vie. Tio, bama jaza no vokmane. Ewe no wa mele suno no chibe no tokuto no meme.
chef de famille, Believe, et la tienne, on y a pour m'appeler de la première de la maison, c'est là où un samedi à l'area. Allô, mais de la sauce vieille, ouais. Oh, mais mon Dieu, c'est tellement de bouchons, voilà, de tout laisse ça. Tout laisse, mais de la ton camp, ouais, mais. Oh, tout laisse, nous, mais nous, elle a manqué, mais. Bien spécialement, elle a manqué, mais. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer, mais c'est ça la vie. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer, mais c'est ça la vie. Les chefs de famille passent, mais la compte des mères. Proverbe à connaître dans les locaux, quoi. Chef de famille, là-bas. Dîner à Jean-Joël, c'est Bordeaux en héritage. Bordeaux aimait le plage, qu'on pas cabane à les coins. Nous t'es quoi de sous, on a bleu, le reclette, tout aimait. Donne mes chefs de famille. Mais, on s'est rendu à ma maison de retraite, gang pour le pot. Bon, ouais, pour de grand-père, pour pépé, mouchon, pour de aimer ancien, les coins. Mine rousseau, mine les dedans. Quand elle va se rendu, alors, mine du dawi, maintenant. J'y vais le nom, mes chefs de famille. Stratégie de taille, en banato. Oh, qu'avez nous met le routeau, bon, patiner le tout, votre bateau de départ, vos fins semaines. Alors, qu'aussi, cuiter ton. Bah, oui, chef de famille. Éclaire-le, alors, bon, vraiment, du ton town. Oh, tu vas me manquer. Eh bien, tu vas nous manquer. Eliphaz, oui. On va dire le spécialiste des parodies. Hein. Il sait si bien le faire. Et c'est une chanson qui raconte le début d'une vie jusqu'à la fin d'une vie. Et quand vous travaillez, et quand on travaille, on va forcément à la retraite. Oui. Et c'est sa façon de dire, voilà, bon... Vos collègues, que quand vous partez à la retraite, vous nous manquez. Voilà. Merci à Amandine Aliamoso. Merci à vous, Rachida. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. Merci d'être là depuis 7 heures. Merci de nous accompagner. Merci de nous suivre. Heureuse d'Anandé, bienvenue sur... Merci beaucoup, bonne fête à vous. Merci beaucoup. On se retrouve pour une autre chronique. Bien sûr, orientée santé toujours. De fêter en travaillant. Exactement. Et on parle des risques professionnels et vous nous sûr. dites que c'est une menace à ne pas sous-estimer. À ne pas sous-estimer, effectivement. Depuis, je crois, l'entame de cette émission, vous êtes en train de parler du travail. Mais aujourd'hui, précisément, à la suite de Vifint, qui a évoqué quelques risques liés aux travailleurs dans leur métier. À la vie, voilà. Bien sûr, à la vie du travailleur. Je vais nous inviter à suivre cet élément de Dorcas Tito qui nous parle de la santé mentale au travail. La surcharge de travail, le manque de ressources humaines, le stress permanent et l'inconfort sur le lieu de travail sont autant de facteurs qui impactent négativement la santé mentale des travailleurs. Il y en a qui sont harcelés, il y en a qui sont frustrés du fait qu'ils ne sont pas considérés. Donc à partir de ce moment, il y a quand même une certaine frustration qui s'accumule et qui jaillit sur le rendement. Il faut reconnaître que cela fait naître le stress au niveau du travailleur. Et donc, ce qui nous amène à consulter des psychologues à des moments donnés, parce que quand tu as une situation et que tu n'en parles pas, ça te rend malade. Et il faut qu'on puisse avoir un environnement de travail épanoui où l'employé se sent quand même bien dans sa peau pour ne pas être affecté psychologiquement, pour qu'il sente de l'amour déjà sur son lieu de travail. La santé mentale influence la performance, la productivité et le rendement en milieu professionnel. Elle constitue donc un facteur clé de réussite pour l'entreprise. La première chose qu'il faut faire, c'est d'abord d'aimer son travail.
il faudrait aimer son travail. Et aimer son travail, c'est aussi s'adapter aux conditions de travail. Et quand on s'adapte, on peut aussi créer des situations dans lesquelles on peut se retrouver à l'aise. Il faudrait que les responsables de société ou les employeurs puissent prévoir des moments de déstress, des moments de détente à leurs employés pour que ces gens puissent se retrouver autour des moments de pause, par exemple, à discuter entre eux, à faire du sport entre eux, par exemple. Ça peut aider à déstresser, ça peut aider à décompresser. Il est important de faire la sieste aux heures de pause. Ça permet de se ressourcer, ça permet de se régénérer pour avoir une bonne santé mentale au travail. Selon les spécialistes, il est essentiel de créer des services de médecine du travail dotés de psychologues. Ces derniers seront chargés d'assurer l'accompagnement et la prise en charge psychologique des employés. Voilà un sujet très intéressant, Assez intéressant. Qui plante le décor bien sûr. cette rubrique. Ce dont on parle aujourd'hui, les risques professionnels, ce n'est pas une menace à sous-estimer, vraiment pas. Et nous avons un professeur agrégé en médecine du travail, professeur Adjobime, merci d'être avec nous ce matin. Merci, dans la journaliste. Alors, bonjour, professeur. On parle de fête du travail, c'est une célébration pour beaucoup, notamment les artisans. C'est leur moment de se retrouver, de festoyer, mais c'est également un moment de réflexion, surtout par rapport au métier que nous faisons. Chaque uniforme, chaque secteur d'activité a des risques, et selon le degré. Malheureusement, on se dit encore qu'au Bénin, c'est encore des situations non prises en compte par les chefs d'entreprise. On veut de l'employé le résultat, mais on ne met souvent pas l'employé dans les conditions qu'il faut pour qu'il puisse donner le résultat pour le développement de l'entreprise. Alors, professeur Adjobime, lorsqu'on parle de risque professionnel, qu'est-ce que nous y mettons concrètement? Merci beaucoup, madame la journaliste. Lorsqu'on parle de risque professionnel, il faut penser essentiellement à deux grands groupes. Les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les maladies professionnelles, c'est-à-dire quoi? Des maladies contractées? Des maladies qui ont été contractées suite à une exposition à un facteur pathogène présent sur le lieu de travail. D'accord. Donc, ce sont les deux grands groupes de risques professionnels. D'accord. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on parle de risque professionnel, il y a l'élément risque qui est dedans. Donc, il faut aller chercher les facteurs de risque. Qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce qui peut se passer pour que la personne puisse développer éventuellement une pathologie ou être victime d'un accident. Parce que lorsqu'on dit risque, c'est la probabilité qu'un salarié puisse développer un dommage physique ou mental suite à une exposition à un facteur pathogène présent sur le lieu de travail. Donc, risque, oui, mais les éléments sur lesquels il faut insister, ce sont les facteurs qui ont été à l'origine de la survenue de ces risques professionnels. Mais que dit concrètement, je vais dire la législation en la matière? Et il n'y a que le Code du travail qui s'intéresse aux risques professionnels? Non, pas du tout. Tout ce qui est risque professionnel, il faut dire que la médecine du travail, la santé au travail, c'est normatif en fait. Il n'y a pas que le Code du travail. Le Code du travail est un élément fondamental. C'est le test fondamental sur lequel il faut se baser en entreprise. Et que dit-il? Le Code du travail est très clair, c'est que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la survenue de tout accident ou de toute maladie liée à une exposition professionnelle pour tous les salariés dont il est responsable. D'accord. C'est une obligation pour l'employeur de prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas d'accident ou de maladie professionnelle au sein d'une entreprise. Mais que peut faire l'employé face à une situation où lui-même il reconnaît que sa vie est mise à rude épreuve ou est en danger par rapport à ce travail qu'il mène? Oui, l'employé a l'obligation de s'informer. Il faut s'informer. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut dire que c'est l'employeur qui est le premier responsable de la prévention
des risques professionnels dans toute entreprise. Mais l'employeur ne peut pas tout faire seul. Même s'il met en place les dispositions et que l'employé ne respecte pas, il y aura quand même accident ou maladie. Donc, il y a une conscience professionnelle. Là. Exactement. Il faut nécessairement que l'employeur puisse respecter les consignes de sécurité, toutes les règles liées à la prévention mises à disposition, décrites au niveau de l'entreprise. Il faut que cela soit respecté. Il faut que l'employé soit formé au respect. Il faut qu'il soit informé de tous les dangers auxquels il est exposé dans le cadre de son travail pour pouvoir accepter, pour pouvoir adhérer à la politique de prévention au sein de l'entreprise. Mais vous êtes sur le terrain. Est-ce que le Bénin est un bon élève, les entreprises béninoises, en matière de prévention des risques professionnels? Il faut dire qu'on n'est pas encore au top niveau, ça c'est très clair. Même les grosses boîtes du pays? Même les grosses boîtes du pays. Il faut dire que les entreprises essayent progressivement de mettre en place les dispositions pour la prévention des risques professionnels. On ne peut pas dire qu'un employeur a envie que ses salariés tombent malades. Non, parce que lorsque le salarié n'est pas en bonne santé, il ne peut pas être productif. Mais est-ce qu'ils sont conscients de ça? Vous êtes sûr qu'ils sont conscients de ça? Oui. Que le salarié inactif, c'est un manque pour l'entreprise? Absolument. Je pense que un bon employeur est nécessairement conscient de ça. Personne n'a envie d'être dans un renouvellement. Celui que j'ai déjà engagé, que j'ai formé, que j'ai encadré, qui a de l'expérience, quel est l'employeur qui a envie de perdre ce travailleur? Non. Non, parce que lorsqu'on recommence, mais c'est des frais, c'est des coûts et c'est du manque à gagner. Donc, tout employeur est toujours dans la logique de conserver ses travailleurs pour faciliter la productivité, augmenter la productivité dans l'entreprise. Donc, la santé du salarié doit être et est une préoccupation pour l'employeur. Mais aujourd'hui, pour ces entreprises-là qui peut-être sont en étape de création, à quel moment intégrer la prévention des risques professionnels? Merci. À l'étape de prévention, la prévention des risques professionnels, c'est depuis l'étape où on veut commencer la construction. C'est tout au début. Donc, au moment où nous sommes en train de diriger un bâtiment pour dire que nous voulons en faire une usine, ou nous voulons en faire un atelier, ou nous voulons en faire une entreprise, déjà depuis la conception, et on doit prendre des précautions pour minimiser les risques pour ceux-là qui vont venir travailler dans cette entreprise dans le futur. Donc, je donne un exemple tout simple. Dans les hôpitaux, il y a les questions de ventilation, par exemple, qu'on doit respecter lorsqu'on est en train de construire un bâtiment qui doit servir en milieu hospitalier, par exemple. Donc, c'est depuis la base. Lorsque nous voulons acquérir des appareils, des machines, pour pouvoir implanter, mettre en place notre entreprise, notre usine, attention, on doit tenir compte d'un certain nombre de réalités et commencer par prendre en compte la prévention des risques professionnels depuis ce stade-là. Donc, dans le choix même des appareils qui seront utilisés dans une entreprise. Dans une entreprise. Voilà, donc c'est depuis la base, c'est depuis la conception de la machine, depuis la mise en place, l'installation, que l'on intègre la prévention des risques professionnels. Merci beaucoup, professeur Adjobime. Peut-être pour terminer, un message à l'endroit des travailleurs aujourd'hui pour la prévention de la préservation de leur santé. Merci beaucoup pour la prévention la préservation de la santé des travailleurs. Il est important que tout travailleur, qui qu'il soit informé, quel que soit le secteur d'activité. Il faut qu'il soit informé des risques encourus dans son entreprise. Il faut qu'il participe à toutes les activités de prévention des risques professionnels dans son entreprise. Et les activités de prévention commencent en général dans les entreprises par l'évaluation des risques professionnels. Merci beaucoup. Merci pour ce message. Heureuse, ce sera tout. Menoli. Adjobime. Menoli. Professeur,
Merci de nous avoir consacré ce petit temps d'antenne. Oui. Et merci pour votre disponibilité. J'espère qu'on vous retrouvera sur d'autres plateaux. Merci. À présent, toute l'actualité sportive. L'actualité sportive est assez fournie par les temps qui courent. Ce n'est pas Hospice Motelli qui me dira le contraire. Hospice, bonjour. Bonjour Rachida Biomama, vous êtes passé de Ménoli à Métoli. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est bien dit en tout cas. Et donc, on parle de quoi ce matin, Hospice? On va partir du côté de Djougou. Si on vous demandait tout simplement de proposer un cadeau à offrir à quelqu'un en allant à Djougou, vous allez, si vous voulez quitter Djougou pour ailleurs, si vous êtes visiteur, vous allez offrir quoi à la personne? Il y a pas mal d'idées, hein. On va découvrir ensemble, n'est-ce pas? Super. On va parler ici des galettes, pas du waché de Djougou avec le piment noir, mais plutôt des galettes. Blaise Adankpo revient sur la troisième étape du Tour cycliste international du Bénin, avec bien sûr la deuxième victoire de l'Algérien Assal Nadjib, mais surtout il nous fait un mélange entre la culture, les offres de Djougou et le point de cette étape. À Djougou, les galettes à base d'arachide figurent parmi les spécialités les plus appréciées. Les voyageurs et les visiteurs s'y arrêtent volontiers avant de reprendre la route. Quand on vient à Djougou, on a cette galette pimentée, et sucrée et salée. Alors, si quelqu'un veut venir à Djougou, qu'est-ce que tu peux lui dire qu'il va trouver ici? Je peux lui dire qu'on vend les galettes à Djougou, mais c'est moins cher. Cependant, ce mercredi, c'est surtout le passage du peloton du Tour du Bénin qui anime la ville. Devant la mairie de Djougou, le départ fictif de cette troisième étape est donné sous les acclamations d'une foule mobilisée. Le maillot jaune Christian Belovozic est déterminé à maintenir sa domination dans la course. Le départ réel est donné aux alentours de 10 heures. Dès les premiers kilomètres, le cycliste béninois Ataï Corneille Kokou tente une échappée en solitaire, parvenant à prendre jusqu'à 45 secondes d'avance sur un peloton qui augmente progressivement son rythme. Une cassure se forme même avec une dizaine de coureurs distancés. Toutefois, cette échappée est rapidement reprise. Après le kilomètre 20, la course prend un tournant décisif. 3 coureurs se détachent du peloton. Le Marocain Emraouni Salah Eddine, l'Érythréen Abton Iyab et le Mauricien Matombe Anson. Le trio creuse méthodiquement l'écart. 1 minute 8, puis 3 minutes 32 et ensuite 4 minutes 38 avant le premier sprint intermédiaire. À ce point chaud, l'ordre demeure inchangé. Premier, Emraouni Salah Eddine. Deuxième, Abton Iyab. Troisième, Matombe Anson. Derrière, le peloton du maillot jaune laisse filer l'échappée jusqu'à ce que les coureurs de Bike Aid commencent à accélérer. L'écart diminue. 4 minutes 49, puis 2 minutes 50 et enfin 1 minute 14 à l'approche du second sprint intermédiaire à Basila. Les 3 hommes passent encore dans le même ordre, mais après près de 100 km d'échappée, le peloton décide de réagir. Sous l'impulsion de Bike Aid du Burkina Faso et de l'Érythrée, la jonction est faite. Lors du 3e point chaud, Christian Belovozic s'impose, montrant ainsi qu'il reste vigilant. La finale devient nerveuse avec 4 nouveaux coureurs qui s'échappent. Le Burkinabé Bouda Yarabou, le Belge Van den Bosch Jonas, l'Érythréen Misgina Meron et l'Algérien Saïdi Nassim. À 20 km de l'arrivée à Bantais, la bataille tactique s'intensifie. Une dernière tentative venue de l'île Maurice échoue dans le dernier virage. Dans les 3 derniers kilomètres, une chute implique plusieurs coureurs. Malgré la tension, l'arrivée se joue finalement au sprint massif. Et dans le final, l'Algérien Assal Nadjib se révèle le plus rapide et remporte l'étape. Au classement général, Christian Belovozic conserve son maillot jaune. Du côté des coureurs béninois, il termine dans le peloton principal après une étape longue et particulièrement animée. Rendez-vous désormais pour la 4e étape du Tour du Bénin ce vendredi 1er mai. Le peloton quittera Dasso dans la commune de Wenri
pour rallier Porto Novo sur une distance de 127 km. Vous voyez l'image de fin, le coureur complètement au sol, épuisé, la chaleur et puis l'effort physique. Il dit d'ailleurs merci à la maman qui lui a offert de l'eau pour pouvoir se rafraîchir. C'est une grosse épreuve de nerfs. Hein. Effectivement. Alors, nous y sommes déjà, Hospice Metoli. C'est la 4e étape du Tour du Bénin. Le départ sera donné, comme l'a dit Blaise Adankpo, depuis la commune de Rouenri, dans le département du Zou. De Rouenri, je prononce bien, non? Rouenri? C'est pas mal, c'est pas mal. Merci, Hospice. Et donc, on va retrouver tout de suite Blaise Adankpo, qui nous dira un peu comment ça va se passer. Bonjour Blaise. Bonjour Rachidat, Biomaman, bonjour Hospice, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, ce sera à Rouenri, mais plus précisément à Dasso, l'un des 4 arrondissements de la commune de Rouenri, que le départ donc, de la 4e étape sera donné. C'est l'avant-dernière étape du Tour du Bénin. Une fois lancé ici à Dasso, les coureurs vont traverser Adjawere, Kobé, Sakete, Adjara, Akro-Miserete pour une arrivée à Porto Novo, la capitale du Bénin. La ville aux 3 noms. Au total, ce sera 127,80 km de distance donc, pour les coureurs, avec voilà, 2 sprints intermédiaires. Très important, notamment pour pouvoir savoir comment est-ce que cette étape sera véritablement animée. Et on voit déjà Oui. Blaise Adankpo, parcours plus court que les 3 précédents, mais est-ce que le relief n'est pas plus difficile en termes d'efforts pour les coureurs? En tout cas, c'est un relief légèrement ballonné avec quelques petites côtes. Je crois que les coureurs, ils sont véritablement dans le moule. Ils ont déjà fait l'étape la plus longue, notamment hier, à 4 heures quand même de course. Aujourd'hui, c'est relativement moins que l'étape d'hier. Et donc, ça va peut-être vraiment être animé cette étape où les Béninois notamment sont attendus sur les 2 dernières étapes. Les Béninois ont quand même fait une belle performance avec Glorad Saïzonou qui a fini 10e lors de la 2e étape. Et hier également, il y a eu des Béninois dans le sprint final massif pour la victoire de l'Algérien Assal Nadjib. Aujourd'hui, les Béninois, ils veulent aller chercher quand même cette étape. Ça peut être difficile, mais pas impossible parce qu'ils maîtrisent bien ce parcours. C'est un parcours qu'ils ont vraiment étudié avec les différents obstacles. Et donc, il faut, pour les Béninois, travailler véritablement voilà, en équipe pour être également présents dans les échappées, dans les sprints, pour peut-être qu'au final, on puisse tous acclamer du côté de Porto Novo l'arrivée d'un Béninois en premier sur la ligne d'arrivée. On l'espère vivement. On espère que le maillot jaune, hein, Hospice, le maillot jaune, ça va être très très compliqué au vu de l'écart de temps entre les Béninois et le reste du classement. Mais il faut y croire. Mais quand même, on peut déjà il y a rêver. une once d'espoir, non? On en est très loin. On en est très loin, c'est vrai. Mais on peut rêver quand même de la victoire sur une étape, même si là encore ça va être très compliqué. Déjà, si on peut remporter peut-être une échappée ou peut-être un point chaud, ce serait déjà un gros point pour nos athlètes parce qu'il faut le reconnaître. Le cyclisme, c'est pas comme au foot où, bon, vous pouvez être plus faible et plus gagner. C'est souvent très compliqué, c'est du travail de longue haleine. Merci Hospice Metoli. Alors, d'autres nouvelles sportives? On revient au foot, voilà. Veille de match, du côté d'Abidjan, les Amazones U20 sont en pleine préparation pour affronter cette équipe de Côte d'Ivoire. On a vu Ablé Ouzérou déjà dans son match. Et puis, avec ces Amazones U20, on voit clairement que à quelques heures du match, elles sont prêtes, que ce soit Joël ou bien la jeune Ossan qui est pour sa première sélection, ou encore Romain Gandonou Nailat Sadikou. Au cours de la séance d'entraînement d'hier au lycée classique du côté d'Abidjan, c'est bien sûr la mise en place tactique. Là, on voit à l'image les joueuses avec la coach Adam Adikat. Il faut reconnaître que ça va se jouer
au détail près et à ce niveau, Ablaouzérou et ses filles sont en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir rêver d'une victoire sur la double confrontation et d'une qualification. Il faut le rappeler, la dernière confrontation entre Amazon U20 et la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr lors du tournoi de l'UFOA B, et c'est bien sûr le Bénin qui l'a remporté avec les jeunes filles 5-2. On reste à Abidjan et on suit bien sûr le coach Raoul Akigbe qui nous parle de l'état de forme des gardiennes de but. Les gardiennes de but, le moral est au beau fixe parce que nous avons travaillé sur beaucoup d'aspects. Depuis Lomé, on a travaillé sur leurs conditions physiques et tout. Mais ce soir, nous avons travaillé sur la technique. Nous avons fait les exercices de déplacement, de prise de balle. Alors, je pense qu'entre le club et l'équipe nationale, ce n'est pas la même chose. Parce qu'il faut noter qu'au niveau de l'équipe nationale, il y a un travail qui se fait. Maintenant, quand elles retournent en top, ce n'est plus la continuité. Donc, quand elles reviennent vers l'équipe nationale, nous avons souvent beaucoup de difficultés à les retrouver avec la forme normale avec laquelle elles étaient rentrées. Mais au début, c'était un peu compliqué. Mais après, je pense que le niveau est bon. Elles ont retrouvé leur sérénité et l'état d'esprit hier. Oui, je peux dire au niveau des gardiens de but, nous n'avons aucun problème. Parce que Larissa, vous la connaissez déjà avec ses qualités. Les deux autres gardiennes aussi, vous les connaissez. Elles font des merveilles dans le championnat. Là, elles sont déterminées. La concentration hier. Et je pense qu'avec beaucoup de courage et l'engagement, nous avons... Voilà, ce sera tout. Oui, c'est sur cet extrait qu'on va mettre un terme à la rubrique sport de ce jour. Exactement, en espérant tout simplement que demain, on puisse célébrer la victoire de la manche allée des Amazones U20 du côté de Ebimpe. On y croit jusqu'au bout. Merci Hospice Métoli. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. En ce 1er mai, il faut le dire, pendant que certains célèbrent à la maison, d'autres continuent de faire tourner le monde. Et donc à tous les travailleurs, visibles et oubliés, on va dire tout simplement respect. Excellente journée à tous et à très vite.